D'abord peut-être votre métro, j'entendais votre conférence hier, vous avez commencé, vous étiez jeune, vous aviez une vingtaine d'années. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette saga et puis dont on vous parle toujours aujourd'hui, vous êtes toujours dedans? Je suis toujours dedans, c'est un peu, je suis un peu maudit, mais bon, en disant que je suis maudit, il faut avouer bien que tout ce que j'ai, j'en dois à cette saga que j'ai débuté, que je démarrais quand j'avais l'âge de même moins de 20 ans en fait. La première idée, moi j'ai eu quand j'avais 15 ans. Donc maintenant, en fait, en relisant le premier bouquin, qui a lancé ma carrière douteuse dans écrivain de ghetto de sci-fi, là je vois beaucoup de défauts en fait, des choses que j'aimerais bien corriger, mais depuis toujours, mon approche c'était ce que j'écris à l'époque, ce que j'ai écrit à l'époque, c'était l'empreinte de ma personnalité. Donc il faut rien corriger, ben, il faut laisser les choses comme elles sont, parce que en fait c'est l'état de mon esprit et l'état de mon développement qu'il était à l'époque. Par contre là, maintenant je suis en train de commencer le livre Métro 2035, qui doit finaliser, terminer la saga, qui doit ramener ensemble toutes les lignes de sujet au point final, je dirais. Et là, ça serait vraiment un challenge, un défi pour prouver à moi-même et à mes lecteurs que moi j'ai fait un progrès depuis ces 10 ans, que je n'arrête pas de profiter de mon premier succès. Donc voilà, c'est très responsable, c'est pour ça que j'ai vraiment une grande difficulté à rentrer dans ce monde, cette fois de nouveau comme auteur, et pas comme éditeur ou quelque chose, parce que peut-être c'est aussi une série, un projet. Voilà, donc c'est vraiment très défiant et je sens que c'est super responsable en revenant au même mousquetaire 10 ans après. Ouais. De ne pas gâcher tout, de ne pas rejeter le public, les lecteurs, et de prouver à toi-même que toi, tu as fait un progrès. Ce que maintenant je commence à douter. Comment- vous l'avez dit, vous avez invité d'autres auteurs dans votre univers, il y a eu un jeu vidéo. Est-ce que ça vous appartient encore, cette œuvre qui est immense? Du coup, comment vous la bizarre. réappropriez comme ça? C'est bizarre un peu. Moi, j'étais depuis toujours très rusé, donc je dirais pas que j'ai planifié ça dès le début, de lancer ça comme une franchise commerciale, etc. Je juste profite de phénomènes un peu spontanés qui est le métro. Donc au début, je pensais de ça juste comme dans le roman, qui est en fait une histoire plus ou moins terminée, pessimiste, mais bon, avec ses explications qui étaient en même temps une critique sociale, une satire politique, un roman fantasy urbaine, un mélange. Après, il paraît que de certains éléments que moi j'ai ajoutés juste parce que ça me divertissait beaucoup, comme un peu des éléments de role-playing, un peu division des stations de métro en groupes politiques, etc. Ça donnait beaucoup d'inspiration à tout type de gens, et surtout les gens qui aiment bien s'imaginer dans ce monde. Et non seulement ils lisaient et imaginaient et faisaient des costumes, et non seulement ils faisaient des role-playing, non seulement ils essayaient de créer des jeux vidéo, sociaux, etc. Mais aussi ils voulaient écrire des continuations. Ils voulaient vraiment s'imaginer dans ce monde-là. Donc moi, au bout d'un moment, après avoir sorti la continuation, le premier livre, qui s'appelait naturellement Métro 2034, j'ai continué à recevoir des demandes immédiatement me lancer dans l'aventure de continuer le métro. Par contre, moi, j'avais pas beaucoup d'inspiration et surtout, je savais pas vraiment de quoi écrire. Et je voulais pas, comme de certains auteurs qui ont du succès,
juste pour gagner un peu plus du fric et voilà, et voir ces nouveaux bouquins toujours dans le magasin. Je voulais pas qu'on me forçait de créer une histoire quelconque. Et je pensais que c'est... Peut-être je pense trop de moi-même, mais pour moi c'était toujours très important de ne pas devenir, malgré le succès et malgré les ventes, de ne pas devenir un auteur commercial qui le fait pour l'argent. Donc l'argent c'est très bien, j'apprécie. Par contre, chaque bouquin doit avoir une idée indépendante, une philosophie séparée, une drame qui n'a rien à voir avec d'autres bouquins. Ça doit être en œuvre à part. D'accord? Donc si ces éléments ne sont pas présents, c'est pas la peine de commencer à écrire. Chaque bouquin doit communiquer une idée, une philosophie, et doit vraiment toucher le cœur du lecteur. Si ça n'arrive pas, c'est même pas la peine de gaspiller le temps et, je dirais pas le talent, mais certaines capacités que j'ai reçues de l'espace. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais pas immédiatement me lancer dans l'aventure d'écrire la continuation. Par contre, j'ai décidé à céder à la pression de la part des lecteurs. J'aime pas trop le mot fan, parce qu'à mon avis ça humilie un peu on les traitant comme des fanatiques, ce qu'ils ne sont pas, les enthousiastes, je dirais, et des éditeurs qui ont dit bah ça marche bien, il faut continuer. Moi, je dis bon, moi je le fais pas. Par contre, s'il y a des lecteurs qui demandent plus, et il y a d'autres auteurs, aussi débutants que professionnels, qui veulent y participer, pourquoi pas. Et en plus, l'idée que j'avais depuis mon enfance, c'est de créer un projet, un univers qui permettrait aux auteurs différents de co-créer le même monde imaginaire. Moi, je pensais, quand j'étais enfant, et j'étais un grand lecteur de sci-fi, je pensais des mondes spatiaux, des sagas spatiales. Mais là, j'ai compris soudain que moi, je suis vraiment dans l'état de lancer une propre initiative de cette façon, mais dans le monde post-apo. Voilà, donc je l'ai fait, et on a lancé ça déjà, je pense, il y a plus ou moins 5 ans. Ça marche depuis toujours très bien, et il y a plus de 50 livres sortis en Russie. Pas mal. Les meilleurs ont été traduits dans notre langue. En français, il y a 2 bouquins. Vers la lumière, vers les ténèbres, je pense, ça s'appelle, d'Andrei Diakov. Il y a, je crois, 7-8 publiés en Allemagne. Il y a quelque chose comme 7 bouquins publiés en Pologne. En Pologne, ça marche déjà mieux qu'en Russie. Et voilà, et puis l'Italie, et l'Hongrie, maintenant, juste après avoir terminé la visite ici en France. Moi, je voyage à la Corée du Sud, où on balance la série avec 3 bouquins. C'est facile quand on a porté un univers, une histoire, de voir d'autres auteurs, d'autres créateurs s'emparer de son univers. Donc, il y a des choses que je ne permets pas. Et c'est surtout pas changer le destin de mes propres personnages. Voilà, donc, et c'est ça la source de jalousie normale. Parce que pour moi, mes caractères sont mes membres de famille. Et si je veux buter quelqu'un, c'est moi qui dois le faire. Je ne permets pas ni expliquer la psychologie, ni marier, ni tuer, voilà, ni rien. Tu crées ton propre caractère, tu crées ton propre personnage et tu fais tout ce que tu veux. C'est une chose. Une autre chose, qui est aussi une règle de co-création dans le cadre de l'univers, c'est que de Métro 2033, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment, parce que moi je n'explique jamais ce qui se passait. Donc voilà, on sait que c'était une guerre qui a détruit le monde, mais qui a lancé cette guerre, qui a commencé cette guerre, qui est coupable, moi j'explique pas. Donc aussi, je parle pas beaucoup de ce qui se passe dans les autres endroits, à part de Moscou. Donc Moscou, j'en parle, mais tout ce qui est en dehors, mes personnages n'en savent rien.
Donc c'est presque comme si le reste du monde n'existait pas. Les autres auteurs qui doivent remplir leur propre ville natale dans cet univers, ils n'ont pas le droit de parler de choses que leurs propres personnages ne voient pas avec leurs propres yeux. D'accord. Donc c'est très local toujours. C'est un, c'est un peu le concept de fog of war dans les jeux ordinateurs, dans le jeu vidéo. Donc ce que tu vois, tu en parles. Tu peux pas dire en même temps en Amérique, c'est ça qui s'est passé. Il n'y a pas de communication radio dans ce monde, ou très peu. Et donc voilà, ils ne peuvent pas gâcher pour les autres auteurs en racontant trop. Ça permet de garder la cohérence. Et ça permet la cohérence. Donc si quelqu'un a découvert déjà une certaine ville ou certaine location, il est le premier qui a découvert. Donc le deuxième qui veut en parler de la même ville, s'il y a deux Français qui parlent de Paris, le premier établit Paris pour l'autre. L'autre peut compléter, par contre il ne peut pas gâcher complètement en disant non, ça c'est pas correct. Ce sont des règles assez simples, voilà, mais ils sont très peu, quoi, 3-4, très simples. Donc la Bible est vraiment 2 pages. Ce qui est très, très utile, ça complique pas trop de choses. Et maintenant on a des auteurs, pas seulement russes, mais aussi étrangers pour nous, qui ont rejoint la saga. Donc on a 2 bouquins italiens. On a un bouquin polonais, on a un bouquin anglais, on a un bouquin cubain, et on va bientôt, je pense, avoir un bouquin allemand et peut-être chinois. Voilà. C'est même pas. Donc, je sais bien que je ne suis pas le premier ou le seul qui crée une franchise de cette façon. Par contre, mon idée, c'était de créer un univers créatif où les gens peuvent vraiment s'actualiser, se réaliser comme auteurs, y compris les auteurs débutants, parce que une moitié de ces 115 livres a été écrite par des internautes, par les débutants, par les fans, et une deuxième partie par les auteurs professionnels. Donc voilà, il y a un mélange. Mais voilà, donc c'est très intéressant à lancer, et je pense bien que ce projet va continuer à croître. Et surtout si c'est le support par d'autres médias comme des jeux vidéo continue, parce que ça joue quand même un rôle très important en recrutant de nouveaux adeptes de ce monde. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous lancez dans 2035 et est-ce qu'on peut dire les premières lignes, les premières idées, sans tout déflorer? Donc l'idée c'était d'y rentrer 10 ans plus tard. Et une grande partie très importante pour moi, c'est que j'ai essayé de décrire le système politique et la société comme je l'analysais quand j'avais 20 ans. Maintenant, j'ai changé un peu d'opinion et je comprends beaucoup mieux ce qui se passe. Surtout en Russie, mais je crois que c'est partout dans le monde. J'ai changé un peu d'opinion sur le système politique et comment la société est gérée par les gens qui règnent. Voilà. Et surtout, parlant de la Russie, un pays qui, à mon avis, dont le peuple est en esclavage éternel par les gens qui ne sont pas d'une autre race, qui ne sont pas d'une autre classe sociale, qui ne sont pas d'une autre religion, comme ça se passait au travers des époques en Europe, par exemple, aux États-Unis. Le truc, c'est que le peuple russe est toujours esclave de lui-même. Il y a des gens qui arrivent de bas en haut. C'est un peu la vieille conte du dragon. On vainc le dragon et on devient le dragon. Sauf que il n'y a pas un seul dragon, mais tout le monde veut devenir des dragons et rendre leurs propres compatriotes des esclaves. Personne ne veut la liberté. Quand les gens reçoivent la liberté, ils ont peur. Ils ne veulent pas de responsabilité. Et donc, c'est de ça que j'aimerais bien parler dans le métro 2035. Donc, ça ne serait pas la continuation de la même idée philosophique qui était
devant le premier livre. Ouais. Mais c'est le retour au même personnage principal, et ça serait la continuation directe de son aventure, 3 ans plus tard pour lui, D'accord. et 10 ans plus tard pour moi. Ok, très bien. Est-ce que ça c'est pour l'univers métro, Ouais. mais vous êtes un écrivain. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ou d'autres genres qui vous feraient envie ou vous auriez envie d'écrire? Oui, bien sûr. Ben, ça c'est bon, l'année dernière, j'ai essayé de me lancer dans l'aventure d'écrire une dystopie, comment ça Ouais, se dit en une français? dystopie, oui. Une dystopie classique. Ouais. C'était un bouquin qui s'appelait Future. On peut voir les premiers chapitres en anglais ou en allemand sur le site futu.re. Ouais. Ensemble avec la bande sonore et les illustrations. Pas encore en français, mais je crois qu'on bientôt on va ajouter la version française à ce site. Donc c'est l'histoire du monde, dans le monde, de notre monde en fait, qui gagne la lutte contre la mort et surtout la vieillesse, Ouais. avec l'ingénierie génétique, comme je pense va bientôt arriver en fait, dans 2-3 décades peut-être, 2-3 dizaines d'années. Et par contre, à cause de ça, à cause de cette bataille gagnée contre la mort, le monde devient surpeuplé et il y a une restriction imposée par les autorités. Tout ça se passe en Europe unie, cette fois pas en Russie. Donc voilà, chacun qui est né a le droit pour l'immortalité, pour rester éternellement jeune. Par contre, à cause de la surpopulation, ils ne peuvent pas se reproduire plus, parce que il n'y a plus de place. C'est déjà une civilisation verticale, où les gens se rangent dans l'espace comme ça, fermé, qui simule d'être ouvert à cause des projections 3D. Ouais. Et le voyage, c'est un voyage vertical. Mais l'essence de ce monde-là, c'est que tu ne peux plus te reproduire. Donc si tu veux avoir des enfants, toi ou ta femme, Ouais. toi et ton homme, un de vous doit renoncer à l'immortalité. Voilà. Donc il y a un groupe spécial des gens qui arrivent et fait une injection qui neutralise l'effet de cette ingénierie. Et dans 10 ans, dans le virus d'une vieillesse artificielle, Ouais. la personne va mourir. Voilà. Avant que l'enfant n'atteint pas la puberté. Ouais. Donc dans 10 ans. Mais c'est juste en deux, une vie pour une autre. Mhm. Voilà, c'est comme ça. C'est assez pour voir que ton enfant Grandissent, ouais. grandisse, ouais, mais pas assez pour vraiment le lancer dans la vie. Et donc il y a un choix. Et la plupart d'Européens, bien sûr, choisissent l'immortalité et la jeunesse éternelle. Donc la famille devient presque extincte. Ça n'existe presque plus. Et beaucoup de choses changent en fait. Le Dieu n'existe presque plus, surtout pas à l'Église, Ouais. parce que personne n'a besoin de l'âme immortelle, dans le cas où le corps est immortel. Voilà, donc aussi il y a plein de questions en fait. Si la création va exister toujours, parce qu'on crée pour laisser quelque chose après nous. Ouais. Mais si nous on serait ici en éternité, si on ne crève pas, bon, on peut mourir, mais dans la plupart des cas, c'est une mort quand même naturelle. Ouais. C'est pas, surtout s'il n'y a pas d'accident de voiture, parce que c'est le transport en commun. Voilà, donc. Et puis, beaucoup d'autres choses, pas seulement la religion et la famille, mais aussi s'il y aura toujours le progrès scientifique, parce que c'est déjà, on a atteint quelque chose. Ouais. Si nous, on change aussi au niveau de l'âme, qui n'existe pas d'ailleurs, en cessant d'être être humain et en commençant à être Dieu. Parce que ce qui nous distingue des dieux, c'est exactement la peur de notre mortalité, la peur de mort. Voilà donc. Et le caractère principal, le personnage principal, c'est quelqu'un qui doit renforcer cette loi de choix
un groupe paramilitaire qui appartient un peu au parti au pouvoir. C'est un peu comme les chemises noires, si vous voulez. Voilà, donc ils visitent les gens pour les injecter avec ce virus de vieillesse, s'ils ont déclaré la grossesse. Ouais. Et sinon, s'ils ne déclarent pas, donc ils doivent enlever les enfants et les mettre dans les orphanages. Voilà, et quand même injecter les parents. Donc, et c'est ça. Et après, ce personnage va bien sûr tomber amoureux de quelques filles et on va voir ce qui se passe. Okay. Et c'est un truc un peu, je dirais, au niveau de sujet, début de sujet un peu classique, ouais. Mais très noir c'est un peu un petit paradoxe parce que c'est une dystopie qui se déroule dans un monde utopique. Parce que tout le monde sont heureux, sauf 2-3 caractères qui sont foutus à cause de leur stupidité. Voilà donc. Et là, c'est un bouquin qui est sorti en Russie l'année dernière. Ouais. C'était le bouquin le plus populaire dans la sphère de science-fiction et fantasy. Je l'ai publié sur le réseau social russe. C'était un truc aussi innovatif, on peut. Ouais. Voilà, ensemble avec la bande sonore et les illustrations, et c'était téléchargeable gratos en fichier PDF. Ouais. Chacun pouvait le télécharger chapitre à chapitre sur leur portable, n'importe quoi. Ouais. Voilà, donc et quand même, ça a bien marché. Et ça va sortir en France, je crois qu'en avril. Voilà, c'est le même titre. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup.